Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, je pose les bases de la cinématique du point matériel. Et dans ce module, je dois entrer en matière et introduire quelques technicalités. Je vais d'abord introduire la notion de repère, qui est un objet mathématique, vous allez le voir. Ensuite, je vais introduire la notion de produit scalaire entre deux vecteurs. J'en aurai besoin pour définir la projection d'un vecteur sur un axe, quelque chose qu'on utilise partout en mécanique newtonienne. Et puisque je traite d'algèbre vectorielle dans ce module, je vais y inclure la définition rapide du produit vectoriel. Je commence en définissant ce que je vais appeler un vecteur unité. C'est un vecteur libre de norme 1. Imaginez la situation suivante. Vous avez un axe orienté que je vais utiliser comme axe de coordonnées, un point O sur l'axe qui me définira l'origine de mes coordonnées, et je veux définir un vecteur unité porté par l'axe. Vous remarquerez une convention de notation. J'ai une lettre grasse pour signifier que c'est un vecteur et j'y mets un chapeau pour signifier qu'il s'agit d'un vecteur de norme 1, donc un vecteur unité. Si maintenant j'ai un point P ici et que cette distance vaut x, et x est positif si on se déplace dans le sens de l'axe, x est négatif si on va dans le sens opposé, eh bien, le vecteur OP vaut x fois u. Je définis maintenant un repère. Pour moi, un repère est un ensemble comprenant un point et trois vecteurs unités orthogonaux et formant ce qu'on appelle un repère direct. Je ne traiterai que de repères directs. Je vais définir le terme dans un moment. Alors, imaginez un système d'axes cartésiens A, x1, x2, x3 et les vecteurs unités portés par les axes. x1 avec le chapeau pour indiquer que c'est un vecteur unité, x2 et x3. Quand je dis que ce repère est direct, je veux dire la chose suivante. Il y a plusieurs façons d'expliquer le repère direct. Je vais passer à travers chacune d'elles. Je commence par celle que je préfère, la règle dite du tire-bouchon. Pour savoir si x1, x2 et x3 forment un repère direct, je mets x1 le long de la poignée. J'accroche x2 au bout de x1 et j'imagine que x2, le vecteur unité x2, tire sur x1. Eh bien, si j'applique cette rotation à la poignée, le tire-bouchon doit se déplacer dans ce sens-là, et ce sens-là doit être la direction de x3. Voilà, ça c'est une façon de définir un repère direct. Une autre manière de définir un repère direct est d'utiliser la règle des trois doigts. Cette règle va comme ceci. On prend le vecteur x1 le long du pouce, x2 l'index. x1 et x2 définissent un plan, le plan formé par les deux doigts. Et le majeur doit être normal au plan défini par x1 et x2. Et le majeur doit pointer dans la direction de x3, comme ceci. Une troisième manière de définir un repère direct, c'est la règle du tournevis. Dans ce cas-là, vous imaginez que le vecteur x1 est le long de la paume, x2 le long des doigts, et le x3 doit être dans le sens du pouce, en utilisant toujours la main droite. Donc, un repère est constitué d'un point
est de 3 vecteurs unités orthogonaux formant un repère direct. Vous noterez que mon dessin ressemble à un dessin. Ce dessin-là, avec ces axes de coordonnées, suggère quelque chose qui fait penser à un référentiel. Alors, par commodité, on a représenté souvent un référentiel par des axes de coordonnées, mais il ne faut pas confondre. Ici, je parle de vecteurs unités. Je vais les utiliser comme outils mathématiques, mais je n'ai pas dit que cet objet-là était ce par rapport à quoi nous allons mesurer les vitesses. C'est tellement vrai que plus tard, dans le cours, on va définir un tel repère associé à des coordonnées cylindriques et sphériques. Ce repère sera lié au point. Il est exclu de mesurer la vitesse d'un point par rapport à quelque chose qui va avec le point. On aurait une vitesse qui est toujours nulle, ça ne nous servirait à rien. Donc il faut bien faire la différence entre le référentiel, l'objet par rapport auquel on mesure les vitesses et les accélérations, et le repère qui est formé de 3 vecteurs unités. Je passe maintenant à la définition du produit scalaire. Alors vous imaginez qu'on ait un système d'axes de coordonnées et 2 vecteurs, ici notés A et B, et vous avez les coordonnées du vecteur que j'ai inscrites ici, x1, x2, x3 et y1, y2, y3. Pour nous, il suffit de dire que la définition du produit scalaire des vecteurs A et B, c'est ceci. Le produit scalaire de A et B, noté A, un point au milieu de la ligne B, c'est le produit des coordonnées une à une sommées. x1, y1, x2, y2, x3, y3 sommées. Le produit scalaire de 2 vecteurs est un scalaire, comme on dit en physique. C'est un nombre. Examinons quelques propriétés du produit scalaire. Alors j'imagine ici 2 vecteurs, A et B, et un angle θ entre les 2 vecteurs. Je décompose le vecteur A en une somme de 2 vecteurs, un parallèle à B, l'autre perpendiculaire à B. Et maintenant, je construis un système de coordonnées. Je provoque un petit peu ici, peut-être. Vous n'avez pas l'habitude de voir les choses comme ça. J'ai des vecteurs qui me sont donnés et c'est moi qui construis un système de coordonnées autour de ces vecteurs. J'ai mis X, l'axe cartésien X le long de A perpendiculaire et Y le long de B. Maintenant, je calcule les composantes de chaque vecteur. Alors, la composante X de A, c'est cette distance-là, qui vaut le module de A fois le sinus de l'angle θ. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est la composante X du vecteur A. La composante Y du vecteur A, ça c'est la direction Y, c'est donc cette distance-là qui vaut le module de A fois le cosinus de l'angle θ, ce que j'ai noté ici. Le vecteur B est trivialement B dans la direction B, où j'ai respecté le sens de B, le Y avait été mis dans le sens de B, donc là on a plus B. Et lorsqu'on applique la définition du produit scalaire à ces composantes-là, on voit que le produit scalaire de A et B vaut le module de A fois le module de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. J'ai écrit cette formule en rouge pour vous signaler qu'il faut l'apprendre par cœur. Ça, vous en aurez tout le temps besoin. Alors maintenant qu'on a le produit scalaire, on peut exprimer l'orthogonalité des vecteurs d'un repère avec le produit scalaire. Voilà mon repère, et je veux dire maintenant que ces 2 vecteurs sont orthogonaux. Donc leur produit scalaire est nul, parce que le produit scalaire vaut le module de l'un, 1, fois le module de l'autre, 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux, 90 degrés, le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc quand 2 vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul.
Alors, le produit scalaire de x1 et x2 est nul, x1, x3 est nul, x2, x3 est nul. J'écris ça de la manière suivante. Pour tout i et j, avec i et j qui valent 1, 2 ou 3, j'ai xi produit scalaire avec xj qui vaut ce qu'on appelle le symbole de Kronecker, delta ij qui vaut 1 si i égale j et 0 si non. C'est juste une notation. Quand i égale j, on a produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. Alors, ou bien vous savez déjà que c'est la norme au carré, et comme ce sont des vecteurs unités, cela vaut 1. Ou bien vous appliquez la formule du produit scalaire qui vous dit que le produit scalaire vaut le module des vecteurs, 1 fois 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors comme on a le même vecteur, θ dans ce cas-là vaut 0, cosinus de 0 vaut 1, le résultat c'est 1. Ce qu'on a écrit ici, delta ij, quand i égale j, on a 1. Maintenant, je peux définir la projection d'un vecteur sur un axe. C'est très important dans le cours de mécanique. On va projeter des vitesses, des accélérations et des forces tout le temps, tout le temps, tout le temps. Imaginez que vous avez un axe orienté comme ceci. Vous avez un vecteur AP comme cela. Vous notez AP écrit en gras pour dire qu'ici on a le vecteur AP. En géométrie, on définirait la projection de P sur l'axe en dessinant la perpendiculaire à l'axe et en marquant ce point P', comme ceci. On va appeler AP' la projection de AP sur l'axe, en respectant l'orientation de l'axe. Donc, si maintenant je donne un vecteur U dans la direction de l'axe, tout à l'heure on va utiliser le vecteur V dans la direction perpendiculaire, mais pour le moment on s'occupe du vecteur U le long de l'axe. Vous remarquez, j'appelle θ l'angle entre AP et l'axe. Vous remarquez que AP' vaut le module de AP fois le cosinus de l'angle. Et ça doit valoir le produit scalaire de AP et du vecteur unité U par définition, enfin à cause de la propriété du produit scalaire. Le produit scalaire de AP fois U vaut la norme de AP fois la norme de U qui vaut 1 fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et maintenant, on peut s'amuser à écrire le vecteur AP comme sa projection AP' fois le vecteur U plus la projection P' du vecteur AP dans la direction perpendiculaire fois le vecteur V. Ça veut dire ceci. Vous voyez la structure de cette équation? Vous avez ici APU qui donne la projection de AP sur l'axe, APV, l'autre terme, le terme perpendiculaire. J'ai pris APU et j'ai multiplié par U. Donc ici, j'ai un scalaire, et c'est la projection de AP sur l'axe, fois le vecteur U porté par l'axe. Ça nous donne un vecteur. Ça nous donnerait ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur AP. Alors moi, je ne peux pas faire des gras. Je suis obligé de mettre une flèche. Fois U, produit scalaire avec U. Encore une fois, avec U. Je répète, ici, vous avez un produit scalaire, c'est un nombre, et maintenant le nombre multiplie le vecteur U pour nous donner ce vecteur AP'. Je peux l'écrire égale le vecteur AP'. Et tout ça, je vais peut-être effacer, tout ça, ça donne le vecteur AP'. P'. Et maintenant, ici, j'ai le vecteur P', P.
le vecteur P'. La notation peut paraître lourde, mais elle ne dit rien de nouveau. Si on avait un système d'axes cartésiens avec un axe dans cette direction, ici, un axe dans la direction perpendiculaire, des vecteurs unités qu'on aurait appelés x1 chapeau et x2 chapeau, on aurait que le vecteur AP, on aurait pu l'écrire comme x1, sa composante dans la direction 1, fois le vecteur x1, plus la composante de AP dans la direction x2, fois le vecteur x2 chapeau. Maintenant, je passe à la définition du produit vectoriel. Alors pour nous, il suffira de définir un produit vectoriel de la manière suivante. J'imagine que j'ai deux vecteurs dont les composantes sont A1, A2, A3, et pour l'autre vecteur, B1, B2, B3. J'appelle produit vectoriel de A et B, et je vais souvent appeler cette expression-là A cross B. On appelle A cross B le déterminant qu'on obtient quand on met les vecteurs unités de notre repère dans la première colonne, les composantes du premier vecteur dans la deuxième colonne, les composantes du deuxième vecteur dans la deuxième colonne. Et on calcule le produit, le déterminant, en disant que ce déterminant vaut x1 fois ce mineur ici, qui vaut A2, B3 moins A3, B2, A2, B3 moins A3, B2. Si maintenant, je vais regarder la composante x2, je dois calculer A3, B1 moins A1, B3, c'est ici. Et la troisième composante, A1, B2 moins A2, B1. A1, B2 moins A2, B1. Cette notation-là, avec des parenthèses, n'est souvent malheureuse en physique parce qu'on ne voit pas le fait qu'on a des termes qui sont en fait projetés sur un repère et ce repère peut évoluer dans le temps, comme nous allons l'apprendre. Alors on peut préférer cette notation-là. A cross B vaut une composante dans la direction x1, une composante dans la direction x2 et la troisième dans la direction x3. Pratiquement, on n'apprend pas cette formule par cœur, on calcule ce déterminant. Je passe maintenant à quelques propriétés du produit vectoriel. La première, la voici. Si je fais le produit vectoriel de A et de B, A cross B. A cross B est un vecteur. Et maintenant, je me propose de calculer le produit scalaire entre le vecteur A cross B et un vecteur C. Eh bien, si vous réfléchissez un moment, vous allez voir que vous pouvez très bien faire ce calcul en remplaçant ici x1, x2, x3 que j'avais par les composantes du vecteur C. Ce petit truc de calcul va nous rendre service pour une propriété essentielle du produit vectoriel. Si je fais le produit scalaire de A cross B avec A, je vais avoir A ici, B ici et A à nouveau. Et vous avez un déterminant avec deux colonnes identiques. Et on peut montrer que dans ce cas-là, le déterminant est toujours nul. Donc, ici, on a 0. Ceci veut dire que A cross B est perpendiculaire à A. Bien entendu, si maintenant je fais A cross B, produit scalaire avec B, j'aurai aussi 0. Donc, le produit vectoriel A cross B est un vecteur qui est perpendiculaire à A et à B. Faisons un dessin. Je reprends mes vecteurs A et B avec l'angle θ entre les deux et je décompose A en un A parallèle, A perpendiculaire. Maintenant, je sais que A cross B est un vecteur qui est normal au plan qui contient A et B. Alors, je peux définir des axes cartésiens construits sur mes vecteurs. Comme tout à l'heure, le vecteur x et le y et le z perpendiculaire au plan qui contient x et y et qui contient aussi A et B. Je calcule maintenant les projections des vecteurs et je calcule le produit vectoriel.
Donc, si maintenant j'ai mes vecteurs unités x, y, z, notés ici, je dois mettre ici les projections du vecteur A. Alors, la projection de A dans la direction x, ça vaut le module de A fois le sinus de l'angle θ, ce que j'ai noté ici. Ici, on a A cosinus θ. Et là, 0, les vecteurs A et B sont dans le plan z égale 0. Donc on a 0 ici. Pour B, c'est tout simple. B est le long de Y, parce qu'on a défini Y le long de B. Donc j'ai juste un B ici. Quand je fais le produit vectoriel, ça veut dire quand je calcule ce déterminant, il y a un seul terme qui est non nul. C'est le terme en Z qui vaut AB sinus θ. Alors j'arrive à ce résultat essentiel qu'on utilisera tout le temps, qui est que la norme du vecteur A cross B vaut la norme de A fois la norme de B fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Pour le produit scalaire, on avait que le produit scalaire valait la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle. Ici, on a le sinus de l'angle. Il y a une propriété du produit vectoriel qui est un peu bizarre, mais que je vais utiliser de temps en temps parce qu'elle est bien commode. Regardez, ici, je considère le produit vectoriel de A avec le produit vectoriel B cross C. Eh bien, on peut montrer que le vecteur résultant peut s'écrire ACB, donc vous faites le produit scalaire AC fois le vecteur B moins ABC. Pour se souvenir de la formule avec le signe correct, il faut savoir que d'abord on fait ACB et après ABC dans le bon ordre vient avec le signe moins. Enfin, c'est comme ça que moi je me souviens de la formule. Comment démontrer cette formule? Je vous invite à le faire. Vous prenez la définition, le produit vectoriel ici, vous le calculez explicitement en mettant les composantes de A et ici les composantes de B cross C. J'ai appliqué la définition de B cross C ici. Vous calculez ce déterminant-là, vous avez des expressions très longues, mais vous allez obtenir un résultat équivalent à cette formule.